Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles des personnes qui font autorité dans leur domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et dans cet épisode, on va décrypter le super travail de David Drahi, fondateur de l'agence de communication Comeover. Bonjour David. Bonjour Mathieu, merci de l'invitation. Ravi de t'accueillir. Alors, je pense que ton parcours et ton aventure avec Comeover va intéresser du monde. D'abord parce que ton agence, tu vas la présenter ensuite, peut-être mieux que moi, mais elle est déployée à Lyon, Paris, Nice, Annecy. J'ai fait mes devoirs, j'ai quand même regardé un petit peu. Elle compte, si mes données sont à jour, peut-être 55 collaborateurs, accompagne des grandes institutions du sport comme la NBA, la NFL, la Fédération française de handball, mais aussi des marques comme Puma, des événements comme le Vendée Globe, des athlètes de haut niveau comme Julia Simon. Moi, je suis fan de biathlon, donc ça me parle. Et voilà, tu as été classé parmi, toi aussi à titre personnel, parmi les 100 professionnels de moins de 40 ans dans le classement Choiseul Sport et Business en 2020. Tout ça pour dire que tu es patron d'agence et que tu as su à la fois toi t'imposer et imposer ton agence comme un acteur incontournable dans un environnement compétitif qui est le sport. J'aimerais bien comprendre comment tu as travaillé en fait ton influence. Je pense qu'on va pouvoir parler d'influence en ligne, LinkedIn, etc., mais aussi d'influence offline parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans les réseaux. Et voilà, c'est ma question fil rouge en fait de cet épisode, c'est comment incarner son entreprise en tant que dirigeant pour crédibiliser une marque et notamment une marque d'agence dans un environnement vraiment ultra compétitif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Parfait, merci. Ravi d'avoir cette discussion-là. C'est des sujets qui me passionnent et m'intéressent. Écoute, Comeover, effectivement, donc moi je suis cofondateur de l'agence. On est une agence de communication spécialisée sur passion et engagement, sur les territoires de passion et d'engagement, une agence de communication globale sur ces sujets-là. Qu'est-ce que c'est la passion et l'engagement? Pour nous, c'est des territoires très spécifiques que sont le sport, tu l'as cité, qui représente quasiment la moitié de notre activité, mais aussi la musique, le lifestyle, l'entertainment, le food and beverage, l'art de vivre à la française et les sujets d'engagement RSE. Au sein de ces territoires-là, nous, on est une agence qui se veut 360, donc on intervient vraiment du conseil strat, positionnement, jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Et là, on passe par tous les métiers de la communication, ça veut dire le digital, le social, la création, les relations médias, l'influence, l'événementiel. Et donc ensuite, on travaille pour plusieurs typologies de clients. T'en as cité quelques-uns, mais déjà côté annonceur, ce qui est important, parce que c'est 70% de notre typologie de clients, c'est les annonceurs. On a deux types d'annonceurs. Soit c'est des annonceurs, vraiment des pure players de nos univers de passion et d'engagement. Typiquement, tu as parlé de Puma, pure player du sport. On va avoir New Era, pure player du lifestyle. TikTok, pure player de l'entertainment. Beats by Dre du groupe Apple, pure player de la musique. Bacardi Martini, pure player de l'art de vivre, du food and beverage. Ou alors des marques plus corporate, qu'on va dire plus corporate, qui viennent chercher de la chaleur dans ces univers-là. Mastercard, Lidl, Big Mat, j'en passe. Et ensuite, effectivement, nos autres typologies de clients, tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le sport, c'est les ayants droit, les détenteurs de droits. Donc, soit c'est des grandes institutions comme la NFL, comme des fédérations internationales ou françaises, et des grands organisateurs d'événements comme peuvent l'être la CO avec les 24 heures du Mans ou le Vendée Globe, avec lequel on vient de finir très récemment la fin de la course, puisque le dernier est Vient arrivé. d'arriver, ouais. Exactement. Et effectivement, derrière, on a quelques talents. Donc, on est une agence, on est une soixantaine. Effectivement, le siège social est à Lyon, le gros des équipes est à Paris. On a aussi des petits bureaux à Nice et à Annecy, tu l'as évoqué, avec voilà, un fonctionnement où on produit quand même, on fait quand même beaucoup de choses à l'international, mais on a des équipes 100% basées sur le territoire français pour le moment. L'agence a 14 ans. Et on se veut effectivement comme une agence référente des agences interdépendantes, mais pas que. D'ailleurs, on se veut comme une agence référente globalement sur nos sujets de passion et d'engagement, et dont le sport fait partie, entre autres. Merci beaucoup pour ça pose le décor. Merci beaucoup. 14 ans, bravo, franchement, parce que c'est C'est long. c'est long et puis enfin pour une entreprise aussi aujourd'hui, c'est long, une durée de vie d'entreprise de 14 ans. Ça veut dire que vous avez probablement su vous réinventer, su garder aussi
garder le cap sur une vision pendant des années. Enfin, vraiment bravo pour ça. Et je voulais savoir, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as du coup pas mal de recul avec 14 ans. Euh, Quels sont, là, tu as parlé quand même de partenaires mondiaux, internationaux, et je voulais attaquer avec une première question, en fait, c'est quels sont les principaux défis de communication et d'image pour toi et ton agence pour réussir à s'imposer sur auprès de partenaires mondiaux comme la NBA ou des marques comme Beats by Dre qui appartient à Apple ou des événements mondiaux comme le Vendée Globe en fait qui est français mais mondial. Comment on fait? C'est quoi les principaux défis? Bah, je pense il y a un sujet qu'on a pu aujourd'hui, mais qu'on a forcément quand on se lance et quand on est une agence, c'est de la crédibilité et de la légitimité. On est sur des sujets, effectivement, tu l'as dit aussi, enfin, c'est des secteurs qui sont très concurrentiels et sur lesquels, en fait, c'est assez difficile de se démarquer. Clairement, il y a beaucoup de belles agences, il y a beaucoup de personnes qui font très bien leur métier avec des ADN plus ou moins forts. Il y a des grands groupes, il y a des indépendants. Il se trouve que en fait, bah, on n'a pas de brevet, on n'a pas inventé, on n'a pas d'innovation technologique exceptionnelle quand on fait ce métier-là de conseil ou d'activation sur les sujets de la communication. Donc en fait, notre différenciation, elle se fait par quoi? Elle se fait par qui on est, notre culture et notre ADN, notamment bah, la culture, ça peut être l'ADN des dirigeants, c'est un fait, mais c'est aussi l'ADN de l'agence et de la marque qu'on va créer en tant que marque agence. Nos clients qui font la différence, on a plutôt des beaux clients, tu l'as dit, des clients internationaux, des marques qui font rêver, des organisateurs d'événements qui font rêver. Et évidemment, c'est un levier fort de crédibilité et de légitimité. Il y a des raisons pour lesquelles, moi perso, j'ai bossé pendant 20 ans pour l'NBA. Je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles ils sont restés. Mastercard, c'est notre client depuis 2012, on est en 2025. Il y a des raisons pour lesquelles ils sont avec nous. Beats by Dre, tu l'as cité, ils sont là depuis 2016, il me semble, à nos côtés. Donc, c'est des forts éléments aussi qui prouvent pardon, qui on est et le travail que l'on peut faire. Donc je pense que c'est les deux leviers principaux. Après, il faut essayer d'être là, il faut essayer d'avoir les bons réseaux, d'être bien connecté avec les bons interlocuteurs, mais principalement notre culture, notre ADN et nos références c'est ce qui nous donne notre légitimité, notre crédibilité pour aller à la conquête et pouvoir aller chercher toujours les plus beaux clients et les projets. Ouais, et ça, alors, ça, merci pour les éléments. Et du coup, au niveau agence, du coup, je comprends. Aujourd'hui, vous avez en plus des super références, donc c'est un gros levier. Mais tu as dit, bah, on l'a plus trop, mais au début, il y avait un vrai sujet de crédibilité. Et puis, bah, j'imagine que vous étiez moins, vous aviez Oui, peut-être moins de clients aussi. oui. Et donc, ça reposait peut-être un peu plus sur toi ou les autres cofondateurs. Euh, Si on parle un peu de personal branding, est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que tu as mis en place là-dessus? Est-ce que ça a été une stratégie? Est-ce que tu as pris la parole en ton nom? Si oui, quand, tu vois? Savoir un peu si toi, tu as dû mouiller le maillot, entre guillemets, pour arriver à imposer l'agence, tu vois? Oui, et puis bah, je le fais encore. Bah, globalement, déjà, comme tu l'as dit, c'était il y a 14 ans, donc c'était il y a longtemps, donc c'était il y a un autre siècle. Comme dirait mon fils, c'était la préhistoire. Ouais, Donc déjà, on n'avait pas les mêmes leviers de réseau. Il n'y avait pas LinkedIn, donc on n'avait pas exactement les mêmes leviers, les mêmes éléments pour gagner de la visibilité. Donc on va dire que c'était quand même beaucoup plus centré sur du réseau euh, ouais, et les bons contacts avec les bonnes personnes. Euh, Même quand on est tout petit et qu'on se lance, on est un peu, on a mis quand même quelques temps à faire des RP, à avoir des retombées dans les médias, à ce qu'on parle de nous médiatiquement en tant que moi en tant qu'entrepreneur ou comme over en tant qu'agence, ça a mis un peu de temps. Donc en fait, la base sur le début, c'était uniquement la confiance de quelques personnes qui fait que. Et on a travaillé là-dessus et je pense que c'est important et c'est quelque chose que j'ai toujours fait et qui me tient à cœur et qui, je pense, est important dans ces métiers-là. C'est bah, déjà, faut aimer les gens, faut échanger avec eux, faut être gardé à l'esprit aussi. On peut vite être oublié si on sort de l'esprit des gens. Donc, je pense que c'est ça, c'est du networking, du réseau, du respect des autres gens, s'intéresser à eux et montrer qu'on est là. Et donc, ouais, on a eu la chance, nous, assez rapidement, effectivement, d'avoir la NBA qui nous suit comme premier client. On avait Nextregy également, RMC BFM.
et puis Mastercard qui est arrivé aussi assez rapidement dans notre histoire. Et donc ça, c'est des réseaux que moi j'avais eu la chance de développer en amont dans ma carrière, qui étaient restés, des gens avec qui j'avais travaillé, avec qui il y avait une, une confiance. Donc on va dire Ok. que le premier travail, le premier pilier, ça a été vraiment de se baser sur les gens qu'on connaît, pourquoi on les connaît, et de travailler sur ce réseau vraiment d'ultra proximité pour qu'ils nous fassent confiance. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, on devient un petit peu plus crédible pour aller en chercher d'autres qui vont rayonner autour de cela, ou de se dire bah tiens, parce qu'on parle avec parce qu'on connaît Mastercard, parce qu'on bosse pour Mastercard, on va être légitime pour aller parler à telle marque à qui ça va parler. Et la NBA typiquement, ça a été aussi un vrai levier à un moment donné pour nous, pour aller chercher des marques culture américaine très fortes comme Foot Locker, comme New Era, comme Beats by Dre, comme la NFL un petit peu quelques années plus tard, qui sont venus là-dessus. Donc ouais, plusieurs axes. Le réseau reste important. Et puis après, Ouais. effectivement, il y a le rayonnement en digital, quoi, pour avoir le rayonnement dans les médias. On essaie de prendre la parole et d'être des experts et de raconter notre histoire. Et quand tu dis on, tu parles de toi, par exemple, toi, tu prends la parole en ton nom aujourd'hui? Oui, ouais, ouais. Alors, je le fais depuis un moment pour Comeover, évidemment, parce que comme tu l'as dit, au début on était deux, hein. Donc Ouais. on a mis quelques années à se développer. Encore il y a 5 ans, on était une quinzaine. Ok. Donc effectivement, au début, ça tourne beaucoup autour du ou des fondateurs. En l'occurrence, nous, c'était moi plutôt qui prenais la parole et qui était mis en avant d'un point de vue communication. Je pense que quand on est petit, tu peux pas non plus démultiplier les points de prise de parole parce que déjà tu travailles sur créer ta marque personnelle, tu travailles sur créer ta marque société, ça met déjà c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de Ouais. temps pour arriver à le faire bien. Maintenant qu'on a grandi de plus en plus, moi je prends du recul, on va dire d'un point de vue sur le côté opérationnel, et donc j'ai deux autres associés qui prennent la parole aussi, et il y a même de plus en plus on essaye de faire en sorte que des managers chez nous qui ont des vraies expertises métiers et des vrais trucs à raconter, qui vont répondre à un besoin de nos clients, de nos prospects, de communauté, de les faire prendre la parole aussi. On peut avoir quelqu'un qui va prendre la parole purement sur de l'événementiel, quelqu'un sur de la créa, quelqu'un sur des RP, d'autres sur j'en sais rien, conseil sur des partenariats, sur les grands événements sportifs par exemple. Et donc on a assez d'experts et de seniors aujourd'hui, et une crédibilité au sein de l'agence pour montrer aussi qu'on est solide, costaud, et que en fait, heureusement, ça tourne pas autour de David, qui de toute façon, moi je suis pas très présent sur les projets, sur les clients, parce que j'ai d'autres responsabilités au sein de la structure. Donc voilà, donc on a évolué aussi avec le temps et avec la taille de structure en termes Ok. de prise de parole, mais effectivement c'est un vrai sujet pour moi. Il y a la communication de l'agence, qui a sa culture, qui a son ADN, qui est quelque chose. Et après, il y a la communication des personnes, qui, elles, sont très variées, très différentes. On Ouais. essaye d'avoir un fil conducteur, mais on n'a pas non plus que des clones. Donc Ouais. chacun doit travailler sur sa propre personne. Alors, j'ai plusieurs questions là-dessus. La première, c'est que il y a un moment, effectivement, tu sépares vraiment la communication de l'agence et la communication des personnes, à commencer par la tienne. Hem, Toi, c'est quoi les différences, par exemple, entre ta marque personnelle et celle de l'agence? Parce qu'à un moment donné, quand c'était que toi, enfin, souvent au début, la marque personnelle du dirigeant, elle se confond quasiment avec celle de l'agence, quoi. Comment tu as fait ce travail pour te différencier? Ouais, non, clairement, au début, ça se confond, mais après, je pense que c'est peut-être ce qui est attendu aussi. C'est que l'agence, au départ, c'est l'agence de personnes. Aujourd'hui, Comeover, c'est Comeover. Elle a sa culture, elle a ses références qui sont pas forcément que les miennes. Mais au départ, ouais, ça se croise vraiment. Après, je pense qu'il y a une différence, c'est que l'agence, elle a sa communication qui va être peut-être un petit peu plus institutionnelle, Ouais. on va dire, c'est une boîte. Moi, je peux me permettre d'avoir mes opinions personnelles, et d'avoir mes prises de parole personnelles, d'avoir mon style naturel qui me correspond. Et donc petit à petit, on s'en écarte. Et puis je pense que le fait de grandir, le fait d'avoir beaucoup de projets, beaucoup de références, beaucoup de choses à raconter, des expertises métiers qui vont être très différentes,
et ben, il y a aussi ce côté que il va y avoir plusieurs personnes qui vont prendre la parole et que Ouais. chacun aussi va apporter un petit peu son ADN et sa culture. Ouais, ça c'est super intéressant que vous communiquiez à plusieurs. Ça, je pense, c'est vraiment intéressant, important. J'ai des questions là-dessus juste après. Mais pour revenir sur toi, de- qui, qui, qui a démarré par du réseau et ensuite tu t'es mis à prendre la parole. Et donc, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, en fait, toi, comment tu t'y prends en termes à la fois de levier, sur quel levier tu prends la parole, sur quel canot, pardon. Est-ce que c'est que des RP? Est-ce que c'est LinkedIn? Là, on fait un podcast, est-ce que c'est podcast? Est-ce que tu as identifié en tout cas des canaux spécifiques et comment tu t'y prends en termes aussi de thématiques, de messages? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Tu vois, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, savoir un peu, toi, qu'est-ce que tu as posé sur le papier pour y aller avec le temps que tu as, qui est certainement limité, et avec ta personnalité qui n'est pas celle de l'agence, en fait. Oui. Bah, globalement, moi, en termes de prise de parole perso, effectivement, c'est des relations médias. Donc, typiquement, on essaye voilà, j'ai une équipe qui est dédiée à la communication de l'agence, mais qui travaille aussi pour me positionner moi et positionner certaines personnes, certains profils seniors de l'agence dans les médias principalement. Quand on voit des sujets, quand on sait qu'on a des grosses actus, quand on voit des sujets qui vont nous intéresser, forcément l'année dernière il y a eu les Jeux Olympiques, bah, il y a eu plusieurs prises de parole qui ont été faites parce que bah, il y avait une appétence des médias pour avoir des personnes avec une expertise spécifique et qui travaillaient sur ces sujets-là. Là en ce moment, bah, on a eu le Vendée Globe qui est depuis 5 mois qui a été très présent, donc il y a eu des opportunités aussi de prise de parole parce que sur le côté sport, il y avait une vraie appétence et un vrai sujet pour les médias, avoir des gens qui connaissent cet événement-là et qui le font rayonner. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième, mais qui est un peu lié, on va le traiter de la même manière, hein, c'est les podcasts. Où clairement, bah, on essaye de se positionner aussi sur des podcasts qui peuvent être très variés, qui peuvent être, bah, pour ma part, là uniquement, c'est moi, l'entrepreneuriat. Mais après, pour moi et le reste de l'équipe, ça peut être sur du marketing sportif, sur de l'événementiel, sur de la communication globale, où on va aller prendre la parole et puis apporter ce qu'on peut apporter par rapport à qui on est et nos différentes expertises. Et le troisième levier sur lequel moi je suis assez actif, c'est LinkedIn, effectivement, où je passe pas mal de temps dessus, où j'essaye de poster assez régulièrement, de reprendre les actualités de l'agence, mais aussi d'avoir mes prises de position personnelle. Et même quand il y a des sujets d'agence, on va dire, à relayer, que ce soit un beau projet qu'on a sorti, on fait des vidéos mensuelles et autres, bah, moi je vais le faire aussi avec mon ton et ma façon de le faire qui va être différente de celle de l'agence. Euh, donc voilà, c'est les trois leviers principaux. Et encore une fois, je te parlais tout à l'heure, effectivement, c'est le quatrième, c'est les réseaux. Il y a des endroits, il y a des événements sur lesquels il faut être. Alors, on peut pas être partout, l'agenda est compliqué, mais en tout cas, on a une stratégie d'occuper le terrain, comme on dit, sur certains événements qui nous semblent stratégiques, sur lesquels bah, moi je vais pouvoir être présent, ou alors mes associés, ou alors des managers de l'agence au fil de l'année. Ouais, merci beaucoup. Si je récapitule, on avait médias traditionnels, Oui, type presse, oui, ensuite des podcasts, du réseau physique, les événements, et du LinkedIn. ouais. Juste sur, si on parle de, peut-être que c'est cross levier d'ailleurs, mais si on parle de tes messages, toi tu disais, bah, j'ai ma touche personnelle. C'est quoi le message que toi tu portes? Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as posé? Tu vois, est-ce que tu as posé des thématiques, des messages? Parce que ça, c'est un vrai sujet pour les personnes qui ont une agence, qui entreprennent et qui disent: «Mais qu'est-ce que je raconte?» Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent: «Ben non, je vais communiquer que à partir, par exemple, de la page de la boîte sur LinkedIn». Sauf qu'on sait très bien que la page entreprise sur LinkedIn, c'est important, mais ça fait pas beaucoup de visibilité par rapport à poster via son profil, vu qu'on est sur un réseau social. Et donc souvent, il y a la question qui se pose, mais en fait, moi, qu'est-ce que j'ai à raconter? Non, non, je vais faire ça avec la page vitrine de l'agence. En fait, c'est beaucoup moins efficace. Donc, est-ce que là, tu pourrais nous répondre de toi ce que tu as trouvé qui marche pour toi, en tout cas? Ouais, bah, moi, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, au leadership, au management. Donc ça, c'est des sujets forcément que moi, je peux porter, mais qui sont pas du tout les sujets de prise de parole de l'agence.
qui m'intéresse. Donc ça, c'est un sujet, on va dire, c'est le premier levier. Et puis après, le deuxième, ça va être, effectivement, il y a différents sujets dans les métiers de l'agence et dans nos expertises qui vont être des relais plus classiques, on va dire. Donc principalement, ça va être ces deux axes-là. Soit on est sur de l'entrepreneuriat, du leadership, du management, soit on est sur de la communication liée à nos territoires de passion et d'engagement. Après, il y a Ouais. selon le timing, selon les actus, il y a des sujets sur lesquels on va plus pousser et être plus crédible à un moment donné. Je dis n'importe quoi, la fin janvier, début février, bah, il y a eu une grosse période avec un match NBA à Paris qui est Ouais. voilà, un sujet historique pour nous sur lequel on avait plusieurs clients, Puma, New Era, Foot Locker, donc beaucoup de choses à raconter. On enchaînait derrière avec le Super Bowl NFL, qui est un de nos clients à l'année, et on organise un gros événement autour du Super Bowl Grand Rex à Paris. Bah, là, c'est une fenêtre où on va parler très côté de Satex, sport, entertainment, lifestyle, sport US. Il y a un autre, l'année dernière, je te parlais, mais il y avait les Jeux Olympiques. On peut avoir un autre sujet à un moment donné avec une actu sur certains de nos talents. Donc, on va parler de communication et Mhm. de personal branding et de marketing et de partenariat pour les athlètes et les personnalités. Donc, j'ai envie de dire que sur cet axe-là, c'est plutôt un sujet d'actualité. Ouais. Euh, Là où le premier axe Ben, d'entrepreneuriat et autres, il est en fil rouge en fait. ouais, merci pour le partage. Juste, je me permets du coup de rebondir là-dessus. C'est super intéressant ce que tu dis parce que structurellement, c'est vrai que les gens se disent tout le temps bah, qu'est-ce que je vais raconter. Et en fait, là, tu viens de parler de deux axes. Si on parle de mix de postes, hein, il y a deux types de postes. Il y a les postes de type actu, genre comme entreprise. Ça peut être sur un client, sur un événement. Ça, c'est beaucoup lié au calendrier, sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise et sur le marché. Et en fait, la base, c'est juste de dire bah, déjà qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, montrer l'envers du décor. Peut-être qu'il y a une nouvelle recrue aussi dans la boîte. Peut-être qu'on va parler d'un talent accompagné. Peut-être qu'on va parler d'un match organisé de basket. En tout cas, ça, la com entreprise, c'est super efficace. Et c'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais qui est pas souvent fait alors que c'est la base. Et ensuite, il y a un axe plutôt retour d'expérience personnelle, c'est-à-dire toi, tu t'intéresses à des sujets de leadership et management parce que tu es aujourd'hui leader et tu manages pas mal de monde. Et donc, partager là-dessus sous forme de retour d'expérience, ça peut être inspirant pour beaucoup de monde. Et donc là, on est sur deux types de postes différents. Il y en a un qui va, les retours d'expérience sur le leadership, qui va plutôt permettre de travailler ta marque personnelle, la mémorisation de ta personne, un attachement à toi, à tes valeurs, et un autre qui va permettre bah, de parler de l'entreprise, de son offre, de ce qu'elle fait, de la faire rayonner. Donc ça, c'est deux types de postes qui sont vraiment intéressants. Il y en a un autre qui est pas évident, mais qui peut aussi être fait peut-être un peu à cheval sur les deux que tu as dit. C'est le type de poste expert, où vraiment tu parles de l'expertise, de l'organisation d'événements, etc. Ça peut être fait à travers une actu ou à travers un retour d'expérience, mais les postes experts aussi sont. Alors c'est moins évident, peut-être parce que tu disais que vous n'avez pas forcément de méthode brevetée, etc. Donc c'est peut-être moins évident à faire dans ton secteur, mais c'est un troisième type de poste qui pourrait être intéressant. Et enfin voilà, je tenais à faire ce récap parce que à chaque fois, dans les communications qui fonctionnent, on retrouve une, deux, voire trois types de postes et ce mix, il revient souvent. Toi, c'est actu et retour d'expérience et c'est vraiment important en termes de structure d'avoir un équilibre. Ouais, Euh, ouais, je suis assez d'accord. Et puis nous sur la partie bah, expert, oui, effectivement, il n'y a pas une innovation. On est les seuls sur le marché à faire tel ou tel métier, mais il y a de l'expertise métier, ouais, évidemment, d'autant plus lié à un territoire spécifique. Typiquement, on va organiser un événement début avril où on revient justement sur le Vendée Globe et sur l'expertise de gestion des opérations médias sur les ok, grands événements sportifs internationaux, qui est une expertise très pointue, très spécifique. 1000 médias au départ internationaux à gérer, 3 ans de relation avec ces médias pour arriver jusqu'à la course, tout ça. Ensuite, les arrivées, les trucs. Donc là, on va faire un événement dédié où on va inviter des grands ayants droit et grands organisateurs d'événements et on va expliquer et décrypter avec nos clients comment on a travaillé ok, sur ce truc-là. ouais. Donc là, typiquement, bah, là, on est sur une expertise purement métier.
Et vous le qui est faites en intéressante, sur physique? lequel on va là, on le fait en physique. On le Ok. fera derrière un relais sur LinkedIn à minima de cette expérience et de ce qu'on a mis et de ce qu'on a fait en vidéo et avec des charts. Mais globalement, bah, là-dessus, moi, ma position va plutôt être de laisser la place à un membre de mon équipe senior qui pilote cette expertise métier. Et je serai là, et je ferai sûrement une introduction et je ne sais quoi, et je vais le Ouais. relayer derrière en termes de communication. Mais je pense que c'est le moment aussi de laisser la place à des gens et de montrer, voilà. En fait, quand tu es une agence, mais, encore une fois, on a grandi, mais effectivement, c'est assez dur de se détacher de l'image du dirigeant qui fait tout et que les clients ils viennent pour une personne ou plusieurs personnes en fait. Et moi, j'ai quand même mis beaucoup de temps à me dégager de ça, où les gens au début, bah, ils venaient pas pour Comover, mais ils venaient pour David ou mon autre associé et, euh, et donc ils travaillaient avec nous, ils travaillaient pas avec notre marque. Et même derrière, en fait, bah, tu grandis, tu peux plus gérer le client au quotidien, tu as d'autres dossiers qui se portent, et en fait, bah, il faut en fait qu'il soit détaché de ta personne, ton client, et qu'il se dise, bah, en fait, je bosse avec une team d'experts, une structure. Et je sais que ça a mis un peu de temps. Je me rappelle un des clients que moi je gérais au début, puis on a grandi petit à petit, je suis sorti, ça leur a été présenté et tout ça. Je sais que ça a mis 2 ans peut-être à ce qu'ils ne me mettent pas dans la boucle de certains mails, ou que parfois ils me transféraient des demandes et des trucs sur lesquels, bah, en fait, je vous ai pas parlé depuis 4 mois. Je Ouais. suis pas dedans. Et donc, à la fois, je veux dire, c'est valorisant, ça veut dire qu'ils sont attachés à toi et que tu as plutôt fait du bon boulot avec eux et tout ça. Mais en même temps, il faut s'en détacher. Et là, je pense que quand on est sur ces sujets d'expertise, c'est bien que ça soit porté par moi ou par les dirigeants, le fait qu'on ait des expertises, mais c'est bien que ça soit porté aussi par les experts et les gens que nos clients vont avoir au quotidien en Ouais. face d'eux. Et ça, alors ben, ça va faire le pont. J'avais quelques questions sur la prise de parole par équipe. Comment tu as fait pour te libérer justement de cette dépendance entre bah, la marque de l'agence et ta marque personnelle? C'est vrai qu'il peut être dangereuse, même pour la valorisation globale de la boîte. En fait, c'est une boîte qui est dirigeant dépendante, hein, quel que soit que ce soit sur la com ou d'autres, ou même les opérations, bah, c'est dangereux à terme. Enfin, ça tue la valorisation de la boîte. Comment t'as fait? Là, je pose la question vraiment plutôt au niveau com, hein, pas forcément au niveau opérationnel, pour bah, prendre du recul et te détacher. Ouais, bah, comme tu le dis, enfin, dangereux, je sais pas, mais ouais, il y a un vrai truc, c'est que effectivement, peut-être que Comeover, à un moment donné, enfin, j'espère continuera d'exister et que moi je serai plus là. Donc, effectivement, il faut travailler sur ces sujets-là quand on a la possibilité et quand l'agence a la taille aussi critique pour le faire et pour être crédible et légitime en tant qu'agence. Comment on l'a fait bon, on l'a fait par les réseaux sociaux, par LinkedIn et par une communication forte et un bon site web, des vidéos d'agence, voilà, des contenus qui sont complètement détachés de ma personne et des dirigeants. Ça a été le premier levier. Et le deuxième, c'est vraiment d'essayer de faire exister plusieurs personnes au sein de l'agence. Moi, j'ai des Et associés, il y a des managers, et donc à partir du moment où tout le monde est là, moi, je suis pas là sur tous les événements de l'industrie. Donc chacun a sa place et sa position. On travaille aussi sur certains rendez-vous pour faire en sorte que bah voilà, bah alors hop, on est contacté, on a une opportunité de rendez-vous, on va pousser quelqu'un d'autre parce qu'on pense que c'est la bonne personne pour répondre à ça. Donc je pense que ça se fait petit à petit comme ça, en grandissant et en ayant plusieurs personnes qui sont légitimes et qui ont des expertises. Et puis on a la chance maintenant bah, d'avoir aussi des noms de l'industrie au sein de l'agence, qui sont des gens qui ont une belle carrière, qui ont fait des belles choses, qui sont légitimes et crédibles, et qui font que bah, petit à petit, ils sont aussi légitimes que moi à prendre la parole et à représenter l'agence, voire plus légitime et plus expert sur plein de sujets. ouais, et justement, alors si on prend vraiment que l'axe com là-dessus, tu as évoqué le fait bah, de laisser la place aux autres dans la communication, que certains experts sur leur verticale prennent la parole avec leurs particularités pour faire rayonner l'agence. Ça, enfin, qu'est-ce qui a été mis en place du coup pour qu'on comprenne et comment vous avez fait? Ça, je pense, c'est un axe très intéressant. Je précise parce que j'ai accompagné
moi, j'accompagne des dirigeants à prendre la parole, mais ça m'est arrivé aussi d'accompagner des équipes dirigeantes. Bien sûr. Notamment récemment, j'ai accompagné 10 dirigeants de chez Number, cabinet d'expertise comptable. C'est 600 salariés en France. Ils ont des chefs de cabinet, en tout cas des représentants dans chaque ville. Et en fait, le fait que ces 10 personnes-là, dirigeants de chaque ville, prennent la parole en même temps, ça a eu un effet boule de neige incroyable pour la marque, tant au niveau local, ils avaient des problématiques locales. Ah, mais super, vous êtes là à Lille, ah, vous êtes là à Montpellier, vous faites du bruit, génial. Donc en plus, nouveaux clients, mais pas seulement, lien avec les clients existants. Ah, c'est cool de voir que mon cabinet d'expertise comptable sur Montpellier ou Marseille prend la parole. Et donc, travail du réseau local et en plus, rayonnement global de la marque parce que stratégie cohérente. Donc, ça peut être très puissant. Mais en revanche, moi, je les ai accompagnés. C'est pas facile à mettre en place. Comment vous avez fait? Euh, donc déjà, nous, on est 3 associés. On se fait coacher, accompagner et on a beaucoup travaillé aussi ces dernières années avec l'évolution de la structure sur le rôle de chacun et Ouais. voilà, là où on va. Donc déjà, voilà, ça démultiplie par 3 les opportunités de prise de parole et les sujets sur lesquels nous, on va être à l'aise, légitime et tout ça. Et puis après, on a créé un groupe de senior managers avec lesquels on travaille, avec lesquels on fait des réunions spécifiques, avec lesquels et on a identifié, effectivement, leur expertise est liée à un univers, à un métier, et donc on a travaillé avec eux. Et certains sont plus ou moins à l'aise à prendre la parole au sein de l'agence ou à prendre la parole tout court. Et donc on a essayé de les identifier et d'échanger avec eux. Eux aussi ont été à un moment donné ou sont parfois accompagnés, coachés dans leur rôle de manager et de leader qui s'impose de plus en plus et sur lesquels ils sont de plus en plus attendus parce que leurs équipes grandissent aussi et leurs responsabilités. Donc on va dire que voilà, on a travaillé à l'identification des sujets, comme tu disais tout à l'heure, sur lesquels on allait, en tant qu'agence, être légitime à prendre la parole. Et puis ensuite, une fois que c'est l'agence, en fait, c'est qui va incarner tel et tel sujet. Et donc, on a travaillé avec certains membres de l'équipe qui sont à l'aise à le faire, et puis aussi d'essayer de trouver les bons leviers. Certains vont être à l'aise pour faire un post LinkedIn, d'autres sont à l'aise pour faire une prise de parole orale devant 60 personnes. Ouais. C'est pas la même chose. D'autres vont être à l'aise pour aller à un rendez-vous de réseau sur lequel il faut représenter et incarner. Donc, on va dire que selon les profils, les envies et autres, on arrive à trouver Ouais. les bonnes personnes qui vont pouvoir représenter ça. Et effectivement, après, quelle est la différence entre l'incarnation de l'agence de la société et sa personne, son réseau, son personal branding? J'ai envie de dire c'est assez personnel après selon que les Ouais, personnes, comment ils vont le gérer. parce que si on parle de prise de parole, par exemple, sur LinkedIn, il y a toujours cette complexité que le compte LinkedIn appartient à la personne, finalement. Donc oui, c'est valorisant pour elle de prendre la parole au nom de l'agence parce que ça la valorise et tout le monde y gagne. Et en même temps, c'est tout, ce qui est toujours délicat, c'est jusqu'où on peut pas forcer quelqu'un à poster sur LinkedIn, quoi. Le compte lui appartient et donc c'est pour ça que je posais la question comment vous avez fait. Donc j'entends que vous avez mené ça comme un projet avec des territoires, des sujets, des territoires de prise de parole et que vous êtes parti de ça pour ensuite dire ah bah tiens c'est un tel qui va pouvoir bien l'incarner et vous avez raisonné aussi multicanaux, c'est-à-dire pas que LinkedIn, mais des prises de parole en conférence, qui va aller devant tel client parler de ça, etc. Mais si on prend juste LinkedIn, du coup, vous êtes à peu près combien à prendre la parole et sur quel rythme pour qu'on se rende compte? Si tu veux mon avis, pas assez. Ouais, ok, ok. Euh, non, mais sur LinkedIn, on n'impose rien. Moi, je sais que mes associés, par exemple, je les ai tannés un peu parce que ça leur plaisait moins, ils avaient moins envie d'investir du temps et ils se sentaient moins à l'aise avec le fait d'aller poster régulièrement. Ouais, Donc eux, je peux me permettre de leur rentrer un peu dedans et de ouais, leur dire que c'est important et qu'il faut le faire. Pour les salariés, non, on va pas le faire. On peut le faire en one-to-one, en se disant qu'effectivement, au-delà de nous, l'agence, ça la fait rayonner, mais au-delà de ça, plus tu te valorises toi sur LinkedIn, en fait on a des clients qui sont canons, disons-le, et on fait des super beaux projets. Toi, tu as une carrière, tu as un personal branding, ah bah, tout tu le dois monde le est gagnant. valoriser, donc tu es hyper gagnant à aller dire que tu bosses
pour TikTok, pour AT&T, pour Bacardi Martini, pour la NFL, Mais peu c'est importe. important, Et c'est en important fait, de le en dire, plus, ouais. on a les contenus, on a les équipes ici qui peuvent créer des contenus pour toi, pour que tu ailles faire des beaux posts et que tu te valorises. Donc, c'est hyper valorisant pour toi. Et malgré ça, tu as des freins, c'est ça? Non, mais plus ou moins des gens à l'aise. Et Ouais, puis après, ouais. bah, naturellement, en fait, quand tu le fais, nous, l'agence, elle rayonne derrière. Parce que forcément, t'es salarié de telle agence, ou tu vas la citer, ou la créa qu'on va pouvoir faire qui va aller avec. Donc après, je pense que c'est une question de personnalité, d'envie, de se dire le temps. Donc on est toujours sur un fil rouge, une crête entre est-ce qu'on peut se permettre de te demander d'aller poster parce qu'il y a un intérêt pour nous, agence, de valoriser les clients, et en même temps, il y a un vrai intérêt pour toi aussi à le faire, que Ouais. ce soit pour continuer de grandir chez nous, d'être valorisé vis-à-vis de tes clients, et en même temps pour potentiellement ton futur et de futures aventures de ton côté pour faire monter ta marque perso. Ouais, mais les arguments sont totalement vrais, validés, mais parfois il y a toujours quand même des freins. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les entreprises dans lesquelles ça fonctionne, c'est elles vont même plus loin que le projet des territoires d'expression et d'identifier les gens. Il y a des incentives en interne, quoi. Oui. Pas forcément des trucs de fou, mais c'est vrai qu'à partir de ça marche au bout d'un moment, comme c'est un truc régulier qui prend du temps. Bah, pour que les gens prennent le temps aussi sur leur journée, s'il n'y a pas une incentive, bah, ça passe forcément au bas de la Ouais. liste. Et donc j'ai Oh, remarqué que ça pouvait ok. vraiment marcher à tenir cette régularité. Parce que sinon, bah, la personne se dit, bah, non, non, mon patron, il attend d'abord que je fasse ça. Et donc je vais sécuriser ça. Et donc c'est vrai que ça peut arriver à la fin, et à la fin, bah, il n'y a plus le temps, quoi. Non, après, je pense que on est là où on n'est pas sur l'incentive, mais nous, on travaille beaucoup sur la culture de l'agence. Ouais, Comme je disais en intro, c'est difficile de se différencier quand on est une agence, parce qu'il y en a plein de des belles références. Nous, on veut avoir une culture forte, qui est notre truc, c'est people first. C'est vous d'abord, les salariés, l'équipe, l'interne et autres, votre épanouissement. Moi, je suis convaincu que si des personnes elles sont épanouies et qu'elles sont contentes d'être là et font du bon travail, que du coup le client est content, que du coup le client va nous donner, va nous valoriser, qui va nous donner plus de projets, et que les personnes vont pouvoir continuer d'évoluer et de monter parce qu'elles vont avoir des projets de plus en plus intéressants, et que c'est un cercle vertueux. Euh, Si t'es pas bien et que t'es pas à l'aise dans un truc, normalement t'es moins bon. En tout cas, c'est ma vision. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur le people first, aussi bien par rapport à nos équipes que par rapport à nos clients, bien les connaître, qu'ils sachent quand on fait quelque chose pour eux, le petit geste, le petit truc, la connaissance de vraiment leurs besoins, qui ils sont et tout ça, qu'ils sachent que ça, c'est comme over. Donc, c'est un gros focus chez nous. Et je pense que ça pousse à créer une fierté d'appartenance à la boîte, une envie d'être là, que nous, comme on dit dans le foot, le groupe vit bien, donc les gens sont heureux les uns avec les autres. Euh, et, euh, et finalement, en fait, on a une équipe communication interne et externe qui est dédiée, qui passe beaucoup de temps, qui met beaucoup d'énergie à faire des trucs cool. Et en fait, ils sont proches des gens. Et en fait, généralement, ça vient d'eux. Donc, c'est eux qui vont partager les posts LinkedIn, c'est eux qui vont partager les contenus Insta et autres à leurs collègues. Naturellement, en fait, ils valorisent leur équipe aussi, ils les remercient dedans, et ça donne envie de partager, d'aller commenter et tout ça. Et donc, je pense que ça te rend fier et que ça te donne envie aussi, ouais. toi, d'aller poster et valoriser. Donc, Et, et pour moi, travailler sur cette culture-là et sur les personnes fait que tu crées une dynamique et un ADN interne qui fait que naturellement derrière les gens vont avoir envie de te faire rayonner et de rayonner et de montrer ce qu'ils font avec leurs collègues, potes, peu importe, clients. et en faisant ça, vous arrivez, sans prendre des cas particuliers, entre toi, le compte de l'entreprise et les gens qui postent, à délivrer un volume pour que les gens se rendent compte de posts ou de contenu LinkedIn, d'à peu près combien par semaine? Juste pour avoir l'échelle, la fourchette, quoi, à peu près. Je sais pas, j'allais te dire 30-40 par mois, ouais, donc Ok, 7 à 10 ok, par semaine, je dirais, ok, sur les différents comptes. Peut-être un ok, peu entre plus tout le monde. parfois. Ok, c'est intéressant d'avoir quand même cette idée du volume parce que vous êtes une soixantaine, il y a une équipe dédiée, toi tu postes aussi. Et en quoi, si on focus LinkedIn, j'avais une question, en quoi, vu que tu as un peu de retour d'expérience là-dessus, en quoi le contenu LinkedIn amplifie ou multiplie ton business, tu vois? Quel est l'impact? Est-ce que tu sais le mesurer ça? Non. Ok, Non, je pense que c'est difficile parce que
En fait, il y a plusieurs rôles dedans. Il y a ta communication recruteur, ta communication entreprise, il y a ta communication client pour montrer à tes clients que tu es là, il y a tes prospects. Donc je pense que c'est difficile et c'est quand même assez peu, on va dire. C'est pas parce qu'on fait un post LinkedIn ou autre que quelqu'un va rebondir sur un de nos posts et nous dire tiens, by the way, j'ai tel besoin. Je pense que c'est un travail de fond global, de newsletter, de RP, de rendez-vous quotidiens, de déj, de réseau et autres. Et LinkedIn y participe et est un pilier de tout ça. Mais comment dire quel est vraiment le retour sur investissement du nombre d'heures ou de contenus qu'on va poster sur LinkedIn pour notre business, que ce soit BizDev sur nos clients, avoir plus de projets ou d'aller chercher des nouveaux clients, c'est quand même difficile de le dire. Mmh. Mmh. Et tu parlais d'un nombre d'heures, ça prend du temps, et cetera. J'avais une question pour toi, parce que souvent les PDG, les CEO, les patrons, les fondateurs, ils n'ont pas forcément le temps et ils délèguent. Aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui gères seul Oui. ta communication ou est-ce que c'est délégué, organisé, différemment? Bah, non, là, c'est moi qui poste et qui passe mes heures sur LinkedIn et qui vais aller OK. commenter Mmh. ou voilà. Maintenant, effectivement, comme je disais, on a une équipe, donc c'est eux qui vont créer les contenus. On a des carousels, des vidéos et autres. Évidemment, c'est eux qui vont les faire et moi, je peux les briefer. On va se faire des réunions en se disant, bah tiens, je pense qu'on a tel sujet là qu'on a fait qui est cool, que ça serait bien d'investir un peu de temps et créer un contenu sympa qui sera relayé par l'agence ou pas, mais en tout cas que moi j'aurais envie de relayer. Pareil, c'est pas moi qui vais. Alors si, des fois je fais des déj avec des journalistes ou d'autres personnes, mais ça, on va dire que c'est eux qui font ce travail-là aussi, d'aller contacter les OK. médias, d'aller contacter les Et personnes jusqu'à qui la portent des rédaction des podcasts. contenus, parce que je voyais sur ton profil qu'il y avait effectivement des vidéos, donc là, c'est des contenus vidéo produits par ton équipe, mais par exemple, Oui. dans le texte, c'est eux, ça, tu as réussi à déléguer aussi la production des textes, des posts. C'est une vraie question que j'ai de beaucoup de dirigeants, hein. C'est pour ça, je sais Non, moi que j'aime bien le c'est pas faire une moi. Ok, Eux, ils vont faire les contenus agence. ouais, Parfois, je m'en inspire et je peux repartir de ce contenu-là agence, mais je l'adapte avec mon ton et ma personnalité. Donc ça, j'aime bien ok. garder ce voilà et puis je pense que, enfin, moi je suis assez relax dans la manière dont je prends la parole, où je commente et tout ça. Je suis pas très institutionnel et donc je pense qu'eux seraient, peut-être gênés d'écrire comme moi je peux Ouais, je peux écrire. Heu, mais c'est important, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de déléguer, mais le problème, c'est effectivement dans toutes les relations sociales hors du poste, dans la messagerie, et cetera, ça peut faire hyper bizarre, quoi. non. Par contre, Heu, je veux pas te le cacher, des fois je délègue un peu, en tout cas je me fais assister de l'intelligence artificielle pour, rédiger bah, certains c'est contenus et les adapter, à mon ton et autres, notamment des contenus d'agence qu'on va pouvoir créer. Bah, moi je peux passer par, un ChatGPT, OK. pour l'adapter. Mais après je refais une repasse évidemment pour, raconter avec mon ton, mais en tout cas, Ouais, il commence à bien me connaître. ouais, non, mais Heu, c'est bien de le dire. Faut juste enlever tous les emojis, en trop souvent, il en met un peu trop, mais sinon voilà. ouais, merci et ça te prend, en transparence aussi, c'est pareil, c'est hyper utile, hein, tous ces petits pains ou ces questions qu'on se pose pour les gens qui nous écoutent. Toi, ça te prend à peu près combien de temps, par semaine, tu vois, on va dire? Globalement, Pas la partie beaucoup, hein. personal branding, sur LinkedIn, est-ce que c'est quantifié ou? Ouais, c'est beaucoup, hein. Je sais pas, est-ce que c'est un peu au quotidien dans la journée où je vais aller dessus et tout ça, donc c'est difficile. C'est des dizaines de minutes ici ou là où je peux. Non, ce week-end là, j'ai pris 2 heures pour aller programmer 3-4 posts qui vont être les posts des deux prochaines semaines. Je sais OK, pas, je dirais ouais. 8-10 heures, 7-10 heures, j'en sais rien, Ouais, un truc bah, comme ça. non, mais Mais oui, c'est du merci temps, ouais. beaucoup de partager. Ouais, ouais, c'est du temps, il y a pas de magie, quoi. Si aujourd'hui tu as Non. presque 20 000 personnes qui te suivent et que tu es active, et que tu actif, il y a pas de magie et intéressant le fait que ce soit quand même toi qui gères. Bien sûr, tu as une équipe qui crée des contenus vidéo et cetera. C'est toi qui gères ton compte. Je pense que c'est la meilleure manière de le faire bien et de garder ce truc, de capter les signaux faibles dans les commentaires et cetera, dans le Oui. réseau. Il y a quand même pas mal de choses qui jouent dans les commentaires, dans les messages, et en déléguant ça, bah, on n'a plus accès à cette. Ça permet de sentir le pouls parfois aussi un peu du marché, quoi. Ouais, Et et puis je pense qu'il y a un côté, encore une fois, la marque personnelle, elle est plus incarnée, elle est plus directe que celle de l'agence, qui est une marque collective, qui est plus institutionnelle. Donc voilà, ça doit être spontané, ça doit être perso, parfois ça peut être clivant.
parce qu'on donne son avis. Donc je pense que c'est bien de garder la main et que vraiment c'est quand même quelque chose de très différent de parler au nom de l'agence et de parler en tant que personne. Merci beaucoup pour les partages honnêtes. On arrive sur les dernières questions. Rétrospectivement, donc ça fait 14 ans que l'agence existe. Vous avez démarré, vous étiez 2, aujourd'hui vous êtes une soixantaine. Sur la partie communication, en tout cas autorité personnelle, en tout cas en ce qui te concerne, quels ont été, sur ton personal branding, quels ont été tes meilleurs choix, tu vois, les décisions déterminantes? Euh, je pense que c'est justement de pas se cacher derrière l'agence, tu vois, d'assumer le fait d'être un rôle de porte-parole et d'avoir mes propres opinions et voilà, et de différencier les deux, d'arriver à différencier les deux. Euh, Ensuite, il y a un côté de s'entourer, Ouais. capitaliser sur le réseau, s'entourer à la fois des bonnes personnes qui vont être des bons experts et qui vont aussi me faire rayonner et me donner de la visibilité. Et capitaliser sur le réseau, je travaille beaucoup là-dessus aussi. C'est tu vois, d'avoir des gens qui vont rebondir sur ce que tu peux dire, d'aller échanger et de prendre la parole sur un LinkedIn par exemple, ou alors même dans une discussion en média ou en conférence et autres, avec des personnes avec lesquelles tu as développé une relation Ouais. et de travailler ce réseau-là. Et de t'en servir pour ton personal branding, entre guillemets, puisqu'il sert à tous les interlocuteurs. Ouais. Après, l'autre truc, ça va être, enfin, moi j'aime bien être naturel, donc peut-être de miser sur des valeurs qui me sont propres, tu vois, donc authenticité, être authentique, ce côté engagement, passionné, hein, qui est celui de l'agence, mais il y a une raison pour laquelle notre agence, la signature, c'est passion et engagement, parce que c'est notre truc, et c'est pour ça qu'on est dans ces univers-là, et que c'est une valeur de base, en fait, qu'on a envie d'avoir, et que moi j'ai envie d'avoir dans mon métier. Je suis content d'être dans un métier passion. Ouais. Donc voilà, et puis peut-être après, ouais, ne pas avoir peur de pas avoir peur de prendre la parole, de créer du contenu, de se dire qu'on est légitime et qu'on peut partager son expertise sur différents sujets. Je pense qu'il faut le faire et qu'il faut pas hésiter et qu'on n'a que à y gagner, même si parfois on peut prendre des coups, mais Quels sont les plus gros défis concernant ton image, à toi, David Drahi, dans les mois, les années à venir? je pense que le défi principal, c'est ce que tu as dit, c'est l'équilibre entre la visibilité perso et ce que je raconte moi et l'agence et le développement de l'agence. Voilà, il y a un côté, il y a un objectif d'agence qui continue de se développer, qui est indépendante de David Drahi, avec des experts qui sont visibles, qui sont solides. Et puis il y a moi d'un autre côté. Et puis le deuxième, ça peut être de se renouveler, Ouais. tu vois, d'être en phase. Les choses, elles changent vite. On est dans des métiers à la fois dans la communication et dans nos sujets de sport, d'entertainment qui vont très vite. Et il y a un moment donné, raconter toujours la même chose. Tu vois, je l'ai ressenti. Là, j'ai fait quelques podcasts pendant un moment donné Ouais. où même moi, j'en avais marre en fait à chaque fois de raconter la même chose, ma vie, mon œuvre, et que j'étais OK. content après d'aller sur des sujets comme notre échange d'aujourd'hui, qui est un sujet très spécifique. Qui permet de donner de la visibilité. Donc je pense que c'est bien de se renouveler aussi dans ce côté prise de parole euh, pour pas ennuyer les gens et puis apporter quelque chose. En fait, le but de prendre la parole, en fait, c'est que si tu n'apportes rien et que tu n'amènes rien sur la table et que tes contenus ne sont pas intéressants ou qu'ils ont été Ouais. vus 1 million de fois, c'est fini en fait. Donc je pense que ça va être le deuxième enjeu. Ouais, ouais, on est d'accord. Bah, merci beaucoup pour le partage honnête. Dernière question, quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, pour t'envoyer un petit message pour ceux qui ont bien aimé l'épisode ou de travailler avec Comeover? LinkedIn, on l'a dit. Le reste de mes réseaux, moi, ils sont assez fermés, personnels. Donc Euh, tu réponds sur LinkedIn si on se ouais, je réponds connecte, sur qu'on t'envoie un LinkedIn. message, Oui, OK. j'ai pas tous les jours, moins que par mail, mais sur LinkedIn, si, des fois, je me bloque des plages aussi pour aller répondre. Alors, je t'avoue qu'au début, je répondais à tout. Enfin, il y a Ouais. pas si longtemps.
Et en fait, là, quand c'est pas un message qui est personnalisé et autres, et que c'est un Oui, un message départage. commercial générique, non, je ne réponds plus. Oui. Sauf si je suis relancé 2-3 fois, et encore, je peux répondre. Mais sinon, ouais, j'essaye de répondre à tous les messages sur LinkedIn. Même parfois, j'ai des étudiants ou des gens en reconversion et autres qui vont me poser des questions. Donc j'ai du mal à prendre les gens en visio ou en rendez-vous parce que c'est compliqué, mais on peut Ouais. m'envoyer une liste de questions et quand j'ai le temps, je vais y répondre. Donc, ouais, j'essaye de. Voilà, je sais que ça peut être parfois difficile, qu'on a besoin de partager, qu'on a des questions et autres, que je sais ce que c'est que se prendre des portes et de pas avoir de réponse à des messages. Donc je pense que c'est important quand les gens ils s'embêtent à faire quelque chose de personnalisé et qui s'intéresse à toi, j'essaie de répondre. Ouais. Merci beaucoup sur ces belles paroles. J'ai promis de faire timekeeper, de te libérer à l'heure. Il est Parfait. -1. Merci à tous ceux qui sont encore là, qui ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous partager, à David ou à moi sur LinkedIn, vos retours sur cet épisode, sur cette conversation. N'hésitez pas aussi à partager l'épisode si vous a plu, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée d'écoute. Merci beaucoup, David. Ça a été un plaisir. Merci à toi pour l'accueil et puis l'échange. à très bientôt. Salut. À bientôt. Merci.